Je vais donc démarrer la diffusion de ce premier cours d'électronique numérique. Donc, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, l'idée c'est de faire des petites vidéos format court en direct sur Twitch. Plutôt que de faire des cours en amphi, comme ça, les vidéos, elles sont disponibles. Elles sont disponibles pour vous, elles sont disponibles aussi pour d'autres personnes qui souhaiteraient les suivre. Donc avant d'attaquer, juste pour être sûr que tout va bien, est-ce que quelqu'un peut me confirmer via le chat que tout va bien au niveau de l'audio et au niveau de la vidéo? Ok, tout va bien, super, merci beaucoup. Donc le principe c'est que je vais faire le cours. Alors l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, évidemment, si vous avez des questions, si vous remarquez que je dis des conneries, parce que des fois je dis des conneries, vous n'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. C'est pas, il n'y a jamais de mauvaise question. La mauvaise question, c'est quand on se pose la question de savoir si on peut paraître bête pour la poser ou pas. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à intervenir. Alors, je démarre donc avec le premier cours sur l'algèbre booléenne. Donc, c'est la base en fait de l'électronique numérique. C'est les petites introductions en fait des concepts mathématiques qui seront ensuite utilisés pour la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, l'électronique numérique c'est principalement basé sur de la logique. Et donc, la logique, elle est régie de manière générale par ces concepts mathématiques qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, je vous présente ce monsieur qui est l'inventeur en fait de ce concept d'algèbre booléenne. C'est un mathématicien anglais, George Boole, qui a inventé en fait ces concepts théoriques et qui a eu en fait l'idée globalement de créer un nouvel outil mathématique qui serait en fait l'abstraction de ce qui se passe dans la vraie vie, où un système peut être décrit par ce qu'on appelle une proposition logique, et que une proposition logique qui ne peut avoir que deux valeurs, vrai et faux. Et ça, c'est vachement pratique, parce que si dans la vie tout était soit vrai soit faux, tout était binaire, ce serait vachement plus simple de s'en sortir. Malheureusement, tout n'est pas binaire, on verra ça à la fin. Mais en tout cas, si on part de l'hypothèse qu'on peut décrire l'ensemble des systèmes par une proposition logique qui peut être vraie ou faux, à ce moment-là, on peut faire des choses très puissantes et des calculs très puissants avec. Donc c'est l'idée qu'il y a derrière l'électronique numérique et de manière générale la logique. Donc sur une lumière, ça marche bien. La lumière est allumée, c'est vrai ou c'est faux. Ensuite, les propositions logiques peuvent être associées par des opérateurs logiques. Donc les trois opérateurs logiques fondamentaux qu'on peut associer, qui permettent d'associer ou de transformer des propositions logiques, c'est les opérateurs qui sont et, ou et non. Par exemple, une proposition logique peut être la lumière est allumée et la porte est ouverte. Donc on a ici deux propositions logiques binaires qui peuvent être vraies ou faux et qu'on vient associer via l'opérateur et. Évidemment, cette proposition logique complète, donc la proposition logique la lumière est allumée et la porte est ouverte, n'est vraie que si chacune des sous-propositions est elle-même vraie. Alors pourquoi c'est vachement puissant d'avoir que deux valeurs possibles pour une variable? Et tout simplement parce que d'une part, ça permet de simplifier les traitements. On n'a pas plusieurs cas de figure à traiter. Pour l'histoire de la lumière et de la porte, par exemple, on a deux cas de figure. La lumière est allumée ou pas, la porte est fermée ou pas. Donc ça fait deux cas de figure. Ça fait 4 cas de figure à traiter. Et on a traité l'ensemble du problème. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est que l'implémentation est facile avec des transistors. Mais comme je vous ai promis au début qu'on ferait tout un cours d'électronique sans parler de transistors, on va oublier pour le moment cette notion de transistor. Alors, le OU ici, pour répondre à la question, le OU ici est entendu comme étant le OU inclusif. C'est-à-dire que c'est pas comme quand tu vas au resto et qu'on te propose de prendre du fromage ou du dessert. Là, si on utilise ce OU là, tu as le droit au fromage et au flambi.
Voilà, donc c'est vraiment le OU qui est le OU inclusif. Il existe effectivement un OU exclusif, on le verra un petit peu plus tard dans le cours. Donc le OU exclusif, c'est le OU du fromage et dessert, mais ça c'est un autre opérateur qui est un petit peu plus avancé. Mais d'ici quelques slides, on va en parler. Donc voilà pour cette notion d'algèbre booléenne. Alors, on va faire un tout petit peu de maths, promis pas beaucoup. Juste pour vous dire exactement d'un point de vue mathématique ce que c'est cette algèbre booléenne. Alors je vais utiliser des mots barbares qui vont peut-être vous rappeler la prépa. Mais donc, globalement, ce qu'on appelle l'algèbre booléenne, en fait, c'est un corps d'objets qui ne peuvent prendre que deux valeurs. Donc c'est un corps binaire avec des objets qui ne peuvent prendre que deux valeurs 0 et 1. Et ce corps binaire est doté de deux lois de composition interne qui sont d'une part l'opérateur d'insertion et d'autre part l'opérateur d'union. Tout ça pour dire que c'est le et le ou en gros. Mais d'un point de vue mathématique, comme c'est un corps binaire, en fait l'opérateur d'insertion, un opérateur, il est défini par un élément neutre et un élément absorbant. Donc ici pour l'insertion, d'intersection, l'élément neutre c'est le 1. Ça veut dire que quand vous faites l'intersection de n'importe quelle proposition logique et de 1, ben vous obtenez cette proposition logique. Et l'élément absorbant est le 0, parce que le 0 absorbe tout, dans le sens où si vous faites n'importe quelle proposition, l'intersection de n'importe quelle proposition logique et de quelque chose qui est égal à 0, eh ben le résultat est toujours 0. Alors c'est un opérateur qui est associatif et distributif sur le OU, donc sur le deuxième opérateur. On verra cette propriété un petit peu plus tard. Et là, je vous note ici, c'est les symboles qu'on rencontre le plus souvent quand on parle de l'opérateur et. Donc c'est soit on l'écrit de manière avec les lettres et AND, soit on a le point, le et commercial ou le chapeau vers le haut, comme ça, qui est l'opérateur et. La seconde loi de composition interne, c'est exactement l'opposé, donc c'est la duale de l'opérateur d'intersection. Il s'agit de l'opérateur d'union, qui lui a comme élément neutre 0, puisque quand vous faites l'union d'une proposition logique et quelque chose qui est toujours faux, et bien vous obtenez la proposition logique de départ. Et comme élément absorbant 1, puisque si vous faites l'union d'une proposition logique et de quelque chose qui est toujours vrai, là pour le coup, vous obtenez quelque chose qui est toujours vrai. Comme la première loi, bah, celle-ci elle est distributive sur l'opérateur et voilà comment on l'écrit, donc soit en français ou soit en anglais, or, soit avec le plus, soit souvent avec le pipe, comme ça, ce trait-là, ou alors l'opérateur chapeau à l'envers. Et puis on a une dernière loi, chaque objet en fait de ce corps possède un complément. Et ce complément, c'est tout simplement le nom. Donc le nom ou le note, qu'on note aussi barre. Donc on met une barre au-dessus de la proposition logique et donc ça fait son complément. Le point d'exclamation ou ce petit symbole là. Et le complément d'un objet, il est défini par deux propriétés. Le fait que l'union de l'objet et de son complément est égale à 0. Le fait que l'union de l'objet et de son complément est égale à 1. Autant pour moi. Et le fait que l'intersection de l'objet et de son complément est égale à 0. Donc, si vous réunissez l'objet et son complément, vous avez quelque chose qui est toujours vrai. Si vous cherchez quelle est l'intersection de l'objet et de son complément, vous obtenez quelque chose qui est toujours faux. Voilà. Voilà pour la partie un petit peu plus matheuse. On va revenir sur des choses un petit peu plus simples ou un petit peu plus terre à terre, une fois qu'on a défini ce que c'est l'algèbre booléenne. Et on va un petit peu regarder quelles sont les propriétés de ces opérateurs. Donc l'opérateur et l'opérateur ou qu'on a défini. Alors la première propriété de l'opérateur et, enfin les premières propriétés de ces opérateurs, c'est ce qu'on appelle les propriétés d'idempotence. Idempotence, ça veut dire quoi? C'est l'histoire de l'élément. C'est l'histoire que si vous prenez A, l'union de A et A, ben vous retombez sur A, et l'intersection de A et A, vous retombez sur A. Ça, c'est l'union. Le deuxième, c'est l'union de A et A, c'est A. Et l'intersection de A et A, c'est A. Ça, c'est assez logique. Hein, si vous dites que
Si cette proposition logique-là est vraie, celle-là est aussi vraie, et donc on obtient ce résultat. On a parlé de la notion de commutativité aussi, donc les deux opérateurs que sont OU et sont commutatifs, c'est-à-dire que vous pouvez inverser sans problème ici les deux propositions logiques, vous obtenez le même résultat. On a parlé de l'associativité. Donc l'associativité, c'est que en gros, quand vous avez plusieurs et, vous pouvez mettre les parenthèses où vous voulez. Donc là, A et B et C, c'est égal à A et B et C. Et c'est aussi égal à A et B et C. Donc un opérateur et à 3 entrées en fait qui serait là. Et c'est pareil pour le OU. En fait, le OU, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc vous pouvez le mettre ici, ici ou ici. Ou ne pas mettre de parenthèse. Et on a dit que les lois étaient distributives l'une par rapport à l'autre. Donc ici, quand on va écrire A et B entre parenthèses ou C, ben on va pouvoir distribuer le OU, c'est-à-dire que A et B ou C, ça va devenir A ou C et B ou C. Et la réciproque est vraie aussi. A ou B et C, ça va devenir A et C ou B et C. Ce terme-là. Voilà. Du coup, t'aimes beaucoup la commutativité. Du coup, le dernier point que j'ai rajouté sur la distributivité, c'est celui-ci. Il faut faire attention quand on utilise ces opérateurs-là, celui-là pour le et celui-là pour le ou. Parce que quand on fait ça, quand on utilise ces opérateurs-là, eh bien, globalement, quand on utilise cette forme-là, elle est assez intuitive, puisque A plus B fois C, entre guillemets, on sait que c'est égal à A fois C plus B fois C. Mais par contre, quand tu utilises sur cette forme-là, elle est assez peu intuitive. Le fait de dire que A ou B et C est bien égal à A ou B et A ou C. Donc ça, c'est une forme qui n'est pas vraiment intuitive quand on utilise les plus et les fois. Parce que, chose qui est très importante, quand on est en algèbre classique, on a une priorité du fois sur le plus. Quand on est en algèbre booléenne, il n'y a pas de priorité d'un opérateur sur l'autre. Et donc, la distributivité marche dans les deux sens, alors qu'en algèbre classique, la distributivité entre l'addition et la multiplication ne marche que dans un seul sens. Et donc, quand on utilise les mêmes symboles pour et ou que en algèbre classique pour l'addition et la multiplication, bah souvent on est un petit peu perdu et on oublie qu'on peut faire cette opération-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je la mentionne ici en rouge. Ensuite, deux, trois autres notions. C'est pas facile, mais si, c'est facile. C'est que le début. T'inquiète pas. En fait, c'est très intuitif. Faut pas avoir peur parce que c'est mathématique, mais en réalité, c'est très intuitif. Alors, les équations logiques. La définition des équations logiques, c'est des variables logiques et des opérateurs logiques. Donc, globalement, vous prenez des variables logiques, donc des propositions, vous mettez des opérateurs entre et vous avez une équation logique. Et on introduit aussi la notion de fonction logique. Donc, la fonction logique, c'est une équation logique qui donne la valeur d'une variable logique en fonction des autres variables logiques via une équation logique. Donc là, globalement, ça, f représente une fonction logique. C'est une fonction de 3 variables logiques, x, y et z. Et le résultat de la fonction, c'est x et y ou z. Donc là, fonction logique, c'est exactement comme les fonctions algébriques classiques, à quelques différences près, évidemment. La première, c'est qu'une fonction logique fonction logique donne un résultat binaire. Donc le résultat d'une fonction logique ne peut être que 0 ou 1. Gare au premier qui va m'écrire que 1 plus 1 est égal à 2 en électronique numérique. Celui-là, il aura le droit de payer l'apéro. Donc le résultat d'une fonction logique, je le barre au cas où
quelqu'un tombe dessus, ça c'est faux. Donc le résultat d'une fonction logique, c'est toujours un résultat binaire, 0 ou 1. Deuxième élément, le nombre de cas de figure à étudier est limité. Ça, c'est un vrai intérêt des fonctions logiques, c'est d'avoir un nombre limité de cas à étudier, ce que je vous disais un petit peu en préambule. Donc, ce nombre de cas limité est en fait 2 à la puissance n, où n est le nombre de variables. Quand vous prenez une fonction classique, vous ne pouvez pas décrire de manière exhaustive une fonction classique en étudiant un certain nombre de cas. La fonction exponentielle, par exemple, elle a une infinité de valeurs parce que x peut prendre une infinité de valeurs. Ici, x, y et z ne peuvent prendre chacune que 2 valeurs, donc la fonction f n'a qu'une infinité. Enfin, on pourrait décrire la fonction f avec un nombre fini de cas. Donc, en faisant un tableau, par exemple, avec un nombre fini de cas. Et il y a d'autres descriptions exhaustives alternatives, donc ça, autre qu'une équation, et ça, on verra au chapitre 2. Donc, on peut décrire une fonction logique par une équation, mais on peut aussi décrire une fonction logique par d'autres choses, notamment des tables de vérité, des tableaux de Carnot, mais tout ça, on verra au chapitre suivant. Et puis, si on revient à la notion d'électronique, en fait, une fonction logique, globalement, ça implique une notion d'entrée-sortie. Vous avez en fait une boîte noire, comme ça, qui est votre fonction logique. Ça rentre 3 variables binaires, x, y et z, et ça sort une sortie. Enfin, ici, c'est f de x, y, z. Voilà. Et donc, d'un point de vue, si on s'en réfère un petit peu à l'électronique, x, y, z, ça devient des entrées. Donc, c'est ici, vous avez un composant avec des entrées. Et ça devient une sortie. En fait, la variable calculée par l'équation, c'est une sortie. Je vais vous introduire maintenant une autre notion qui permet de représenter graphiquement les objets des fonctions binaires, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Venn. En fait, le diagramme de Venn, vous avez sûrement déjà vu, c'est les diagrammes en cercle et où on représente en fait l'espace en 2D, on représente l'ensemble des objets et on va tracer des frontières qui séparent les objets qui vérifient une propriété donnée de ceux qui ne vérifient pas une propriété donnée. Alors, petit exemple de diagramme de Venn. Ici, on a l'espace de toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, donc là, vous pouvez compter, il y a 26 lettres normalement, si je ne me suis pas trompé. Donc, ça, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet. Et ces lettres de l'alphabet, on pourrait les séparer d'une part entre les consonnes et les voyelles. Et puis, on pourrait s'amuser à vouloir les séparer entre les lettres qui sont symétriques et ceux qui ne sont pas symétriques. Et donc, du coup, on construirait un diagramme de Venn de ce type-là, avec un ensemble, un premier ensemble qui est cet ensemble-là, qui est l'ensemble des consonnes. Donc, toutes les lettres qui sont dans ce cercle-là sont les consonnes, les voyelles étant à l'extérieur du cercle. Et pareil pour les lettres symétriques, toutes les lettres qui sont dans cet ensemble-là sont des lettres qui sont symétriques, et toutes les lettres qui sont à l'extérieur sont des lettres asymétriques. Et à partir de là, en utilisant un diagramme de Venn comme ça à deux entrées, enfin à deux ensembles, en fait on constitue 4 sous-espaces. Le sous-espace des consonnes asymétriques, le sous-espace, celui-ci, le sous-espace des consonnes symétriques, le sous-espace des non-consonnes, donc des voyelles symétriques, et le sous-espace des lettres qui sont ni des consonnes ni symétriques. Là en l'occurrence, il n'y a que le E. On peut le faire en 2D, enfin on peut le faire avec 2 variables, on peut aussi le faire facilement à 3 variables. Après à 4 variables, c'est plus compliqué de commencer à récupérer les intersections et à se faire intersecter 4 cercles. Donc voilà, mais jusqu'à 3 variables, ça se fait assez bien. Et donc on peut représenter ici par exemple, là on a donc cette équation là, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, hein. C'est celle qui n'était pas intuitive de l'idée que le plus soit distributif sur le fois. Donc on va la vérifier avec le diagramme de Venn. Donc dans un cas à gauche, on a ici B et C. Donc B et C, c'est l'union de B et C. Donc c'est donc toutes les zones ici du diagramme de Venn qui sont à la fois dans B et dans C. Donc il y en a deux, il y a celle-ci et celle-ci.
ou A, donc c'est la réunion de toutes les zones qui sont à la fois dans B et dans C, et de toutes les zones qui appartiennent à A. Donc on va retrouver celle-là, celle-là et celle-là. Ça dépend de l'axe de symétrie. Ouais, en effet. Au moment où j'ai fait ça, je me suis dit qu'il y avait forcément quelqu'un qui allait me dire que ça dépend de l'axe de symétrie. Mais moi, ça m'arrangeait parce que sinon, si je prenais l'axe de symétrie comme ça, mon E, il était aussi symétrique et du coup, j'avais aucune voyelle non symétrique. L'axe de symétrie, c'est effectivement plutôt l'axe de symétrie comme ça. Ouais, ça dépend de la police aussi, en effet. Donc voilà, donc là, j'ai coché d'une croix toutes les zones qui correspondent à cette équation logique-là. Maintenant, je vais cocher d'une croix toutes les zones qui correspondent à cette équation logique-là. Donc ça, c'est l'union de A et de B. Donc c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est A. B, il y a ça, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Et ici, l'union de A et de C. Donc l'union de A et de C, c'est toutes les zones qui sont à la fois dans A et dans C. Donc il y a les 4 qui sont là dans A et les 4 qui sont là dans C. Et là, vous voyez que j'ai l'intersection en fait entre le bleu et le vert. Donc ce que je garde uniquement, si je m'intéresse à toute cette fonction-là, ce que je garde uniquement, c'est toutes les zones qui ont à la fois une croix bleue et une croix verte. Donc celle-là, elle est bonne. Celle-ci, elle est bonne. Tac. Celle-ci, elle est bonne aussi. Celle-ci, il n'y a pas de croix verte, donc elle est plus bonne. Celle-ci, il y a une croix bleue, une croix verte, je la garde. Là, j'ai une croix bleue, une croix verte, je la garde. Celle-là aussi. Et celle-ci, elle, il n'y a pas de bleu, donc je l'enlève. Et donc là, vous voyez que globalement, l'espace délimité par l'équation logique rouge correspond bien à l'espace délimité par l'équation logique mauve, ce qui prouve que ces deux propositions logiques sont égales. Donc les diagrammes de Venn, ça peut être utilisé comme ça pour essayer de vérifier des propriétés ou ou même pour démontrer, hein, c'est une démonstration formelle, ça peut permettre de démontrer des propriétés logiques. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? À part les histoires de symétrie. Ça n'a pas l'air. Parfait, donc je passe à la suite. Et on va voir maintenant 3 théorèmes qui sont importants et qui sont utiles quand on manipule les équations logiques. Le premier, c'est le théorème de De Morgan, qui est en fait le principe de réciprocité. Il consiste à dire par exemple que la phrase E n'est pas une consonne et E n'est pas symétrique est équivalente à la phrase qui veut dire E n'est pas une lettre symétrique ou une consonne. Tout ensemble. Ok, donc une lettre symétrique ou une consonne, et E, c'est juste l'inverse de ça. Et donc l'inverse de ça, c'est en gros que c'est ni une consonne, ni une lettre symétrique. Et donc ça se traduit par des équations qui sont les équations ici, qui sont les deux équations en fait du théorème de De Morgan, la version avec des E et la version avec des OU. Donc non A et B est égal à non A ou non B, et à l'inverse, non A ou B est égal à non A et non B. Celle-ci, c'est celle qui va bien avec l'exemple qui est là-dessus, puisque A, ce serait la proposition logique une lettre symétrique, B, ce serait la proposition logique consonne. Du coup, on a bien non une lettre symétrique ou une consonne, et ça, c'est bien égal à n'est pas une consonne et n'est pas symétrique. Donc celle-ci, c'est bien celle qui se ramène à l'exemple qui est là. Alors pour valider, on peut utiliser des diagrammes de Venn pour tester. Donc on va le faire par exemple sur ça. Donc là, on a l'ensemble A et B. Donc A et B, c'est l'intersection de A et de B, donc c'est donc cette zone-là. Et là, vous le voyez que ici, c'est non A et B. Donc non A et B, c'est tout sauf cette zone-là. Donc ça va être celle-ci, l'extérieur ici, celle-ci, mais pas celle-là.
À l'inverse, de l'autre côté, on a quoi? On a non A. Donc non A, c'est tout ce qui est à l'extérieur de A. Donc ça implique cette zone-là et cette zone-là. Et c'est l'union de non A et non B. Non B, c'est tout ce qui est à l'extérieur de B. Donc c'est donc cette zone-là et de nouveau cette zone-là. Et là encore, vous voyez bien que les croix sont au même endroit. Donc ces deux zones, ces deux propositions logiques délimitent en fait les mêmes zones qui sont qui sont celle-ci, celle-ci, celle qui est à l'extérieur. Et évidemment, si on fait la même chose ici, on va tomber sur le même résultat. Donc là, on a A ou B. A ou B représente tout cet espace-là. Donc non A ou B, ça ne représente que l'extérieur des deux cercles. Voilà. Et de l'autre côté, on a l'intersection de non A. Non A, c'est tout ce qui est à l'extérieur de A. Donc c'est ça et ça. Avec non B. Donc non B, c'est ça et ça. Et vous voyez que... Je vais mettre un petit triangle. Voilà, et vous voyez que la seule zone qui contient à la fois la croix et le petit triangle, ben c'est l'extérieur ici, donc ces zones-là ne comptent pas. Et on a bien à la fin la même zone qui est représentée par non A ou B et par non A et non B. Donc ça, c'est le premier théorème qu'on va utiliser assez régulièrement, qui est le théorème de De Morgan. Le deuxième théorème qu'on va utiliser de temps en temps, c'est le théorème du consensus. Alors on va l'utiliser moins que le théorème de De Morgan, mais il est quand même assez intéressant. Alors, c'est le principe en fait de redondance, c'est-à-dire que des fois on donne trop d'informations. Par exemple, si je vous dis que je mets un foulard quand il fait jour et qu'il pleut, ou alors quand il fait nuit et qu'il fait froid, alors sous-entendu avec des parenthèses ici, hein, donc soit quand il fait jour et qu'il pleut, soit quand il fait nuit et qu'il fait froid, et ben clairement, j'ai pas besoin de vous dire en plus que je mets un foulard quand il pleut et qu'il fait froid. Parce que c'est implicite, c'est une information redondante. Parce que globalement, quand il pleut et qu'il fait froid, bah, soit il fait en même temps jour et cette proposition logique-là est validée et c'est bon, soit il fait nuit et du coup cette proposition-là est également validée. Parce que s'il pleut et qu'il fait froid, s'il fait nuit, c'est bon, s'il fait jour, c'est bon. Alors d'un point de vue mathématique, avec autre chose que du jour, de la nuit et des foulards, ça donne cet énoncé-là, donc l'énoncé du théorème du consensus, qui est de dire que, alors ici j'ai remplacé les noms et les and et les or par ces symboles-là, que je vais utiliser la plupart du temps. Donc là, dans ce premier cours, j'ai un peu alterné les deux, mais après, j'utiliserai plutôt ces symboles-là, donc le et, le non et le ou. Et donc, c'est de dire que A bar, donc non A et B, ou A et C est égal à non A et B, ou A et C, ou B et C. Donc en fait, on rajoute ce terme-là. Et donc là, si on se réfère à l'exemple qui est là-haut, ça, c'est la notion de jour. Est-ce qu'il fait jour? A. Ça, c'est par exemple la notion de il pleut. Et ça, c'est la notion du coup de il fait froid. Et donc vous retrouvez bien le terme qui est redondant ici. Le terme qui est redondant, c'est bien il pleut et il fait froid. Donc ici, on peut aussi utiliser encore une fois le diagramme de Venn pour valider ça. On va le faire assez rapidement parce que je pense que maintenant vous avez compris le principe. Donc ici, on a l'union de deux termes qui est le terme B et l'extérieur de A. Donc on repère ça là-dessus. Elle est où ma souris? Elle est là, hop, je reviens en arrière. Donc on a B et l'extérieur de A, donc tout ce qui est à l'intérieur de B et à l'extérieur de A, donc ça se résume à cette zone-là et cette zone-là, ok. Ou tout ce qui est à la fois dans A et dans C, donc ce qui est à la fois dans A et dans C, c'est cette zone-là et cette zone-là. Voilà. Donc globalement, voilà l'espace délimité par cette proposition logique-là. Et on voit que effectivement ce terme-là est redondant parce que ce terme-là représente en fait ce qui est à la fois dans B et dans C, donc c'est cet espace-là.
Et vous voyez bien que cet espace-là est déjà inclus dans l'espace défini par A bar B et AC. Donc c'est le principe de redondance et c'est une propriété qui va être utilisée, qui peut être utilisée pour la conception de circuits numériques, de circuits logiques. La troisième théorème, qui est aussi très important, c'est le théorème de Shannon. Donc le théorème de Shannon, le principe du théorème de Shannon, c'est de décomposer une fonction de n variables en la somme de deux fonctions de n-1 variables. Et ça, c'est justement possible parce que chaque variable ne peut avoir que deux entrées, enfin deux niveaux. Ce théorème-là, il serait aussi vrai avec n'importe quelle fonction, qui ne soit pas des fonctions binaires, mais au lieu d'avoir la somme de deux termes, on aurait en fait la somme d'une infinité de termes, puisqu'il faudrait considérer chaque valeur que pourrait prendre la fonction et calculer la valeur de le f correspondant. Du coup, ici, alors refaire le diagramme de Venn, est-ce que c'est le diagramme de Venn du théorème du consensus que tu veux que je refasse? Ok, il n'y a pas de souci, je vais le refaire. Donc je vais gommer et je vais refaire. Hop, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que la proposition logique, en fait en rouge, je vais mettre les zones qui correspondent à cette proposition logique-là. Et ça, c'est en fait la réunion de deux parties. La première partie, c'est A bar et B. Donc A bar et B, c'est quoi? C'est ce qui est à la fois dans B, hein, ça c'est l'opérateur d'union. Donc c'est la réunion de ce qui est à la fois dans B et ce qui est à l'extérieur de A. Donc ce qui est dans B, c'est ça, ça, ça et ça. Et ces deux-là, donc ça c'est ce qui est, voilà, je vais mettre ici ce qui est dans B. Et ces deux-là, je suis obligé de les exclure parce qu'ils sont dans A. Et moi, je veux ce qui est à la fois dans B et à l'extérieur de A. Donc, en fait, A bar B me définit cette zone-là. AC, c'est ce qui est à la fois dans A et à la fois dans C. Donc, ce qui est à la fois dans A et à la fois dans C, donc globalement, c'est ça. Ok. Voilà, parce que ça, c'est pas dans C, ça, c'est pas dans C, ça, c'est pas dans A, ça, c'est pas dans A. Donc, je définis ces deux éléments-là. Et ensuite, je fais la réunion des deux. Donc, si je fais la réunion des deux, globalement, j'ai une zone ici qui est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, qui est un peu délimitée comme ça. Donc, ça, pardon, qui est délimité comme ça. Donc, ça, c'est ma zone. Pas facile avec le stylet. Ça, c'est ma zone, en fait, dans laquelle... voilà, ça, c'est toute ma zone dans laquelle ma proposition logique rouge est vraie. Et ce que je constate, c'est que ici, ce terme-là, qui est le terme que je rajoute avec le théorème du consensus, qui est le terme que j'ai défini comme étant le terme redondant, mais en fait, il appartient déjà à cette zone-là, puisque ça, c'est la réunion de B et C. Et la réunion de B et C, c'est cet ensemble-là. Voilà, c'est toute cette partie-là. Vous voyez que cette partie-là est déjà dans l'ensemble rouge. Donc le fait de rajouter ce terme-là n'apporte aucune information supplémentaire. C'est ce que dit le théorème du consensus. C'est que ce terme-là n'ajoute aucune information complémentaire. Alors, le théorème est utilisé dans deux sens. Soit, effectivement, on s'intéresse à cette équation-là et on dit, bah, ce terme-là, je peux le dégager, il ne me sert à rien. Ou alors, à l'inverse, on peut dire, bah, ce terme-là, je vais le rajouter, de toute façon, il est déjà inclus. T'as pas compris l'histoire du foulard et genre du donc. Et ben en fait c'est globalement ici je décide, enfin si je te dis que je mets le foulard quand il fait jour et quand il pleut, et ou alors quand il fait nuit et qu'il fait froid. Donc je te donne cette information là, je te dis voilà mon foulard je le mets quand il fait jour et qu'il pleut, ou alors quand il fait nuit et qu'il fait froid. Est-ce que le fait que je te dise en plus que je le mets aussi quand il pleut et qu'il fait froid t'apporte une information complémentaire? C'est ça la question.
est-ce que ça, c'est une information supplémentaire ou pas? En fait, la réponse est non. Cette information-là, c'est pas une information supplémentaire parce que cette information-là, tu aurais déjà pu la déduire de ce que j'ai déjà dit là. Parce que globalement, quand il pleut et qu'il fait froid, soit il fait jour, et donc comme il fait jour et qu'il pleut, je mets mon foulard. Pardon. Soit il fait... Qu'est-ce que j'ai dit? Je recommence. Quand il pleut et qu'il fait froid, soit il fait jour et comme il fait jour et qu'il pleut, je mets mon foulard. Soit il fait nuit et comme il fait nuit et qu'en même temps il fait froid, je mets aussi mon foulard. Donc dans les deux cas, quand il pleut et qu'il fait froid, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je mets mon foulard. Donc du coup, c'est vraiment une information redondante qui n'est pas nécessaire, que je peux déduire. Alors soit je dis que je peux la déduire des deux propositions précédentes et donc la rajouter, soit je dis que bah, ça sert à rien de me dire ça parce qu'elle ne sert à rien et donc je vais la retirer. Oui, il pleut, il fait froid, oui, il y a des parenthèses. En effet, c'est comme pour les autres. C'est bon? C'est plus clair? Je vais en déduire que oui, sinon bah, vous remettez vous me le dites. Super. Donc, on passe à la suite. Donc, c'est l'histoire de la décomposition en une fonction binaire. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une fonction de plusieurs variables comme ça, je peux dire que c'est non x0 et ma fonction quand x0 vaut 0, ou x0 et ma fonction quand x0 vaut 1. Et donc ça, c'est le théorème de Shannon, qui est, encore une fois, comme je disais, assez utile pour décomposer les fonctions binaires. Alors je vais vous montrer sur un exemple, ce sera plus simple. L'exemple, c'est celui-ci. Donc ma fonction binaire, c'est f de x, y, z est égal à x et y ou z. Et je vais essayer de l'appliquer sur la variable z. Alors je pourrais l'appliquer sur la variable x, ça va pas être très spectaculaire. Je pourrais l'appliquer sur la variable y ou sur la variable z, au choix. Ici, j'ai choisi de l'appliquer sur la variable z. Et donc ce que je vais écrire, c'est que f de x, y, z est égal à quoi? C'est égal à, d'abord, entre parenthèses, donc z bar, et la fonction logique quand z vaut 0. Quand z vaut 0, ma fonction logique, elle vaut quoi? Ici, c'est égal à 0. Y ou 0, c'est donc égal à y. Et donc à la fin, ma fonction logique, elle vaut x et y. Voilà. Ou z et ma fonction logique quand z vaut 1. Quand z vaut 1, le 1, c'est l'élément absorbant du OR. Donc ça veut dire que tout ça, ça vaut 1. Et le 1, c'est l'élément neutre du AND. Donc ça veut dire que tout ça, ça vaut simplement x. Et voilà, donc ça m'a permis, le théorème de Shannon m'a permis de transformer mon x AND y OR z en x bar AND, z bar AND x AND y OR z AND x. Et encore une fois, on peut le vérifier sur le diagramme de Venn qui est là. Ici, donc, c'est tout ce qui est à la fois, donc f représente tout ce qui est à la fois dans x et soit dans y, soit dans z. Donc ça c'est dans x, mais c'est pas dans y et dans z. Donc ça c'est exclu. Ça c'est dans x et dans y, donc c'est bon. Ça c'est dans x et dans y et dans z, donc c'est bon. Ça c'est dans x, y et z, donc c'est bon. Donc ma fonction f de x, y, z, c'est les trois croix rouges qui sont là. Est-ce que ce que j'ai défini là représente également les trois croix rouges qui sont là? On a ce qui est à l'intersection de z et de x. Donc à l'intersection de z et de x, c'est ça. Donc là, ça match. Et ce qui est à la fois dans x, dans y et à l'extérieur de z. Ce qui est dans x, dans y et à l'extérieur de z, c'est bien cette zone-là. Donc ça match, on a bien égalité entre la fonction exprimée avec l'équation rouge et la fonction exprimée avec l'équation bleue. Le théorème de Shannon, il peut s'appliquer de manière récursive.
Donc l'application récursive du théorème de Shannon, c'est de dire globalement que ici, on va par exemple l'appliquer une première fois sur z. Ça va donc faire z bar et f de x, y, 0, ou z et f de x, y, 1. Voilà. Et puis, on pourrait très bien imaginer de rappliquer le théorème de Shannon à chaque fois sur les deux termes qui sont là, pour obtenir à la fin z bar fois y bar f de x 0, 0, ou z bar y f de x 1, 0, ou z y bar de f de x 0, 1, ou z y f de x 1, 1. Voilà. Et f de x0, 0, f de x1, 0, etc. Tout ça, c'est des fonctions logiques qui ne peuvent valoir finalement que x, x bar, 1 ou 0. Et donc ça permet de déplier complètement une équation logique pour l'avoir sous cette forme-là, une espèce d'addition de termes qui font intervenir x, y, z individuellement. Ça, c'est aussi pratique de pouvoir mettre une équation sous cette forme-là. On verra notamment quand on va essayer de transformer avec des NAND et des NOR. La forme duale, elle est moins intuitive, mais elle est équivalente. Donc c'est de dire que c'est aussi égal à non x0 ou f quand x0 vaut 1 et x0 ou la forme quand f quand x vaut 0. Alors, on peut le démontrer assez facilement d'un point de vue mathématique, parce que quand vous développez ce terme-là, quand vous développez cette équation-là, vous allez avoir un terme qui est celui-ci and celui-ci. X0 et non x0, c'est évidemment égal à 0. Ensuite, vous avez ce terme-là et ce terme-là. Donc ça va vous donner le x0 bar et f de xn-1, 0. Ensuite, vous avez ce terme-là et ce terme-là. Donc celui-là, il va vous donner le x0 et f de xn-1, 1. Et puis, il va vous rester le produit de ces deux termes-là. Et qu'est-ce que vous en faites du produit de ces deux termes-là? Là, pour l'instant, vous voyez que ça, c'est la première forme du théorème de Shannon. Mais il y a encore un terme qui est le produit de 0 et le même terme 1. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce terme-là? Petite idée? Alors, c'est pas forcément 0. C'est pas forcément 0, mais il a une petite propriété, ce terme-là. Si vous revenez un slide en arrière, deux slides en arrière, pardon, vous voyez qu'on est pile dans un cas de théorème du consensus, parce qu'on a x0, on a a bar et b, a et c, b et c. Là, on a x0 et un terme, x0 et un terme, x0 bar et un terme, pardon, x et un autre terme, et ensuite on a l'union de ces deux termes. Donc ça, par théorème du consensus, en fait, ce terme-là, alors il n'est pas égal à 0, mais par contre, on peut le supprimer parce qu'il est redondant. Et donc on retrouve bien la première forme du théorème de Shannon. Donc on a démontré que c'était équivalent. Alors on va l'appliquer vite fait là-dessus. Donc f de x, y, z, c'est x et y hors z. Donc on va l'appliquer sur z. Ça fait l'équation suivante. Ça fait donc z bar ou la fonction quand z vaut 1. Quand z vaut 1, on a dit la fonction était égale à x. Et z et la fonction quand z vaut 0. Quand z vaut 0, on a dit que c'était égal à x et y. Voilà l'expression. Je vous fais le diagramme de Venn vite fait pour vérifier. Donc ça, c'est tout ce qui est à la fois à l'extérieur, c'est tout ce qui est soit à l'extérieur de z, soit dans x. Donc ça, c'est dans x. Ça, c'est à l'extérieur de z. Et ça, c'est à l'extérieur de z aussi. Voilà. L'autre, c'est ce qui est soit dans z,
L'autre, c'est ce qui est soit dans Z, donc ça, soit dans l'intersection de X et Y, donc ici. Voilà. Et donc, comme on fait la réunion des deux, ben, comme on fait la réunion des deux, on va juste garder les termes qui ont une croix rouge et une croix bleue. Donc, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci. Et on tombe au final sur cette zone-là. Voilà, cette zone-là, tac. Et si vous regardez un slide en arrière, c'est la même zone que celle qu'on avait précédemment. Celle-ci. Donc, les deux formes du théorème de Shannon sont complètement équivalentes. Alors à quoi ça sert, tous ces théorèmes-là? Ça sert à calculer des équations logiques, ça sert à les simplifier, ça sert à les manipuler, notamment De Morgan qui fait apparaître des opérateurs NAND et NOR, on va voir ça tout de suite. Shannon qui fait apparaître des multiplexeurs, on verra ça au chapitre 3. Ça peut servir aussi à faire apparaître de la redondance dans les équations, donc on parlera au chapitre 2 de la notion d'aléa de propagation, donc on reparlera du théorème du consensus. Voilà. Ça peut permettre d'avoir différentes alternatives pour le calcul d'une même fonction, et donc surtout, tout ça, c'est lié à de l'optimisation de fonctions logiques. Pour terminer, je mentionne juste les trois autres opérateurs qu'on va utiliser dans la suite. Donc, alors pour l'instant, on travaille avec trois opérateurs qui sont et, ou et non. Et non ensemble, et ou et non ensemble forment ce qu'on appelle des groupes d'opérateurs complets. Groupe d'opérateurs complets, ça signifie qu'on peut faire n'importe quelle opération logique avec ces trois éléments. Par exemple, si on n'a que des non et des et, on peut s'amuser à faire un ou. Il suffit de le faire de cette manière-là. Là, si vous appliquez le théorème de De Morgan là-dessus, vous avez non, non A et non B, non quelque chose et quelque chose, c'est égal à non quelque chose ou non l'autre chose. Donc ça fait non, non A ou non, non B. Et non, non A, c'est bien évidemment égal à A, et non, non B, c'est bien évidemment égal à B. Donc voilà, ça forme des groupes d'opérateurs complets, et on peut faire n'importe quelle opération avec les deux autres. Il y a trois autres opérateurs qui sont utiles, qui sont la conjonction complémentée, ou le NAND, qui est symbolisé par une flèche vers le haut, la disjonction complémentée, qui est le NOR, qui est symbolisé par une flèche vers le bas. Donc là, il y a un moyen mémotechnique à la con pour retenir que la flèche, elle est vers le bas. C'est que le NOR, il pointe vers le sud. Voilà, donc si jamais vous avez le doute sur le sens de la flèche, le NOR, il pointe vers le sud. Le NOR, c'est la flèche vers le bas. Et le OU exclusif du fromage et du dessert dont on parlait au début du cours, qui est symbolisé par ce plus là. Alors, NAND, c'est un groupe d'opérateurs complet à lui tout seul. On sait faire non A avec un NAND, simplement en faisant A NAND A ou A NAND 1. Si vous faites le calcul de A NAND A, vous tombez sur A et A le tout bar. A et A étant égal à A, ça fait A bar. Le et, il est aussi facile à faire, puisque quand vous avez A NAND B, c'est égal à A et B le tout bar. D'accord ? Donc, il suffit de rajouter une barre par-dessus et de faire A et B NAND 1. Et on a donc A et B. Et pour le OU, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va réutiliser cette technique-là. Donc, on va double complémenter. Et on va donc dire que c'est A NAND 1, NAND B NAND 1. A NAND 1, ça fait A bar. Et B bar, le tout bar. On applique le théorème de De Morgan là-dessus. A bar et ça, le tout bar, c'est égal à A bar bar ou B bar bar, c'est donc égal à A ou B. Voilà. Donc le NAND n'est pas associatif. J'ai pas le temps de faire les diagrammes de Venn pour ça, mais vous pourrez essayer vous-même. Mais soyez convaincus que le NAND n'est pas associatif. Donc on peut pas mettre les parenthèses où on veut dans le NAND. Il faut faire attention. Donc on met les parenthèses au bon endroit et on fait attention aux parenthèses. Et tout ce que j'ai dit sur le NAND est aussi vrai sur le NOR. Donc c'est un groupe d'opérateurs complet qui est non associatif. Alors on peut écrire n'importe quelle fonction logique avec des NAND et des NOR. Donc ça, typiquement, c'est un exercice qu'on fera en TD. La technique, c'est de double complémenter et ensuite d'appliquer le théorème de De Morgan. Donc ici, je vous le montre sur cette fonction-là. Là, donc j'ai X et Y ou Z. Je fais le double complément de tout ça. Ça me fait apparaître ici
pardon, je fais le double complément de tout ça. J'utilise le théorème de De Morgan là-dessus, parce que là j'ai un et, donc j'ai pas envie de et. Là je suis en train de faire avec des nord. Donc comme je fais avec des nord, je veux surtout pas de et. Donc j'enlève ce et là, je le remplace par un ou. Ça me fait ça ou ça, le tout bar. Et là, le tour est joué, c'est gagné, puisque ici vous avez un or, pardon, et là vous avez de nouveau un or. Donc ça fait globalement, ça fait x. Donc x bar c'est x nord 0, nord, y nord z. Si je le fais avec des NAND, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je fais toujours la double complémentation. Tac, tac. Ici, je suis déjà satisfait d'avoir trouvé une NAND. Par contre, j'ai toujours un plus qui m'embête ici. Et bien pour supprimer ce plus, j'ai pas d'autre choix que de refaire une double complémentation. Et donc du coup, à la fin, je vais me retrouver avec ça et y plus z bar bar, le tout bar bar, ça fait beaucoup de barres. Et ensuite, je vais appliquer le théorème de De Morgan là-dessus. Et donc, je vais avoir x et y bar z bar 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 et encore une barre. Mais qu'à cela ne tienne, quand j'ai cette expression, ben, j'ai plus que des NAND, là et là. Donc c'est bon, je suis tranquille, je peux y aller. Et je peux donc écrire que c'est égal à x. J'ai oublié un truc, non, j'ai rien oublié. Donc c'est x NAND. Ce qui est là-bas, c'est y bar NAND z bar. Et c'est bar de tout ça. Donc ça fait au final x NAND y NAND 1 NAND z NAND 1. Tac, le tout NAND 1. Dernier opérateur qui est important de connaître, c'est l'opérateur ou exclusif. Donc justement, donc c'est cet opérateur-là qui permet de... donc la définition de cet opérateur-là, c'est non A et B, ou A et non B. A bar B ou A B bar, qui est symbolisé donc par ce plus. Alors c'est pas un groupe d'opérateurs complet, contrairement au NAND et au NOR. Il est associatif et il est distributif sur l'opérateur et il a quelques propriétés très intéressantes, comme notamment le fait d'être un opérateur de comparaison, parce que si vous avez A qui est égal à B, alors A XOR B est égal à 0. Donc vous pouvez utiliser un XOR pour savoir si deux variables sont égales. Vous pouvez utiliser un XOR pour faire un interrupteur commandé, parce que si Y est égal à A XOR B, si vous avez, si A vaut 0, Y est égal à B, et si A vaut 1, Y est égal à B bar. Donc vous pouvez choisir d'utiliser A pour commander ou pas l'inversion de Y. Et puis il a aussi quelques propriétés de complémentarité. Donc si vous prenez A XOR B bar, c'est égal à A bar XOR B, c'est égal à A XOR B le tout bar. Mais A bar XOR B bar, lui, est égal à A XOR B. Toutes ces propriétés, vous inquiétez pas, on va les revoir en TD. Il y a un joli exercice sur le XOR en TD. Et attention aussi au changement de définition à partir de 3 variables. Donc le coût du fromage et dessert, ça ne marche que fromage ou dessert, ça ne marche qu'à 2 variables. Si vous avez un ou exclusif à 3 entrées, ça ne se définit pas tout à fait pareil. Et donc, notamment, si vous avez un ou exclusif à 3 entrées, si les 3 propriétés sont vraies, le ou exclusif est aussi vrai. Donc ça, ce serait plutôt cool si vous allez au resto. On vous propose du fromage, du dessert ou le digestif. Si on vous met un ou exclusif dans tout ça, vous avez le droit au fromage, au dessert et au digestif. Tu es perdu. Je suis allé un peu vite sur la fin, mais en fait, je suis allé vite parce que c'est des exercices, c'est des parties qui sont revues en TD. Voilà, je peux te réexpliquer un petit peu après. J'ai juste un dernier transparent derrière pour conclure le cours, et puis après, si tu veux, on peut reprendre un petit peu des parties. Le dernier transparent, il est pour vous dire que globalement, l'algèbre booléenne, ça consistait à dire au début que
bah, on essaie de résumer tous les systèmes par des systèmes à deux variables qui sont vrais ou faux. Et ben, des fois, ça marche pas. Par exemple, là, j'ai un feu tricolore. Ben, mon feu tricolore, je peux pas résumer par vrai ou faux. Alors, je peux prendre une option qui est de dire, ben, je vais prendre une variable booléenne par lumière. Donc, je vais dire, est-ce que le rouge est allumé ou pas? Est-ce que le jaune est allumé ou pas? Ou est-ce que le vert est allumé ou pas? Ou alors, ici, dans mon cas d'un feu tricolore, je peux aussi décider que je vais définir l'état de mon feu, non pas par une seule variable booléenne, mais par un couple de deux variables booléennes, et définir, prendre arbitrairement que quand mon couple vaut 0,0, le feu est éteint, quand ça vaut 0,1, c'est feu vert, quand ça vaut 1,0, c'est feu orange, quand ça vaut 1,1, c'est feu rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour représenter des systèmes qui ont plus que deux états. Et puis, si vous voulez représenter des objets pouvant avoir un grand nombre d'états, et ben, la meilleure manière de faire, c'est d'associer à chaque état un entier et d'utiliser la numération binaire. Numération binaire que vous avez normalement déjà vue en cours d'informatique. Donc, comment est-ce que j'écris des nombres numériques avec des variables binaires? Eh bien, globalement, la numération binaire, vous avez une série de variables booléennes. Un nombre binaire, c'est une série de variables booléennes qui peut être traitée individuellement. Et donc, c'est aussi une manière de représenter les états. Et de manière générale, quand vous avez un système... Alors, combien de variables est nécessaire pour représenter un nombre n d'états? En général, c'est log 2 de n. Voilà. Si vous avez n états, il vous faut au minimum log 2 de n variables, enfin, pour être exact, l'entier juste au-dessus de log 2 de n variables pour ce faire. Et il existe aussi d'autres représentations plus complexes et plus proches de la réalité, telles que par exemple le codage en virgule flottante. Donc là aussi, c'est des notions que vous avez vues en informatique, donc je ne reviens pas dessus. Et voilà pour ce premier cours. Donc en conclusion, il faut aller chez Bocuse, et essayer de négocier un haut exclusif chez Bocuse. Pourquoi pas, ça peut le faire. En tout cas, ça se tente. On va voir si Bocuse est numéricien ou pas. Donc voilà donc pour ce cours. J'espère que ça vous a plu. Si tu veux qu'on discute encore, donc tu as dit que tu étais perdu, si tu veux qu'on rediscute encore un petit peu, on peut rediscuter encore un peu, si tu me dis exactement ce que tu veux que je te réexplique. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine à la même heure pour la suite du cours, où on utilisera toutes ces notions qu'on a vues là pour commencer à concevoir des systèmes numériques. Voilà, bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine. Alors, les NAND, les NOR et les XOR. On va revenir dessus. Je peux revenir dessus si tu veux. C'est vrai que je suis assez vite là-dessus. Donc, pour la partie NAND, NOR et XOR, je vais gommer tout ça et je vais réexpliquer. Hop. Donc, l'idée, c'est de dire que tout à l'heure, on a dit que si on avait un non et un et, on pouvait faire un groupe d'opérateurs complets, donc on pouvait faire n'importe quelle opération. Donc là, ce que je voulais démontrer par là, c'est que globalement, les trois opérateurs de base qu'on connaît, à savoir non, et ou, on peut le faire uniquement avec NAND. Alors, la définition du NAND, A, NAND, B, c'est en fait A et B, le tout bar. Donc ça, c'est la définition du NAND. Et donc, si je fais ici A NAND A, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A et A le tout bar, et A, c'est égal à A. Donc j'obtiens bien A bar, qui est bien égal à non A. Donc en utilisant un NAND, je peux faire non. Je peux faire l'opérateur non. En utilisant un NAND, je peux aussi faire l'opérateur et. Ça, c'est facile, puisque si
je fais A NAND B. A NAND B, c'est égal à A, B, le tout bar. Donc si je fais A NAND B bar, c'est égal à A et B bar, bar. Donc c'est égal au complément du complément de A et B, c'est donc bien égal à A et B. Donc il faut que je fasse A et B le tout bar pour faire A et B. Et comme j'ai vu tout à l'heure que non, quelque chose, je peux le faire avec une barre, ça je peux aussi écrire A, B, NAND 1. Et pour le OU, là ce qu'on va écrire c'est ça. A NAND 1, NAND, B NAND 1. Voilà, et donc A NAND 1, NAND, B NAND 1, c'est égal à quoi? Bah, A NAND 1, c'est A bar. B NAND 1, c'est B bar. Et le NAND qui est là, c'est donc le point qui est là et ça. Okay. Ça, on peut le transformer avec le théorème de De Morgan en disant que A bar et B bar, c'est A ou B le tout bar, plus la barre qui est là, ça fait bien A ou B. Donc c'est ça que j'ai voulu expliquer avec les NAND. Voilà. Après, la suite, c'est que j'ai utilisé ces propriétés ici pour écrire ma fonction logique qui est là uniquement avec des NAND. Donc ça, c'est de la manipulation de fonctions logiques. Ça, je te propose il y a un exercice de TD là-dessus. Donc on verra ça, t'inquiète pas, on verra ça en TD tranquillement. Mais globalement, il faut toujours double complémenter. Repérer l'opérateur qu'on recherche. Donc là, j'ai repéré l'opérateur XOR qui est là. Et l'autre, essayer de le transformer, faire disparaître ici tous les et en utilisant le théorème de De Morgan. Le théorème de De Morgan, il permet de remplacer des et par des ou et des ou par des et. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître des ou. Donc je vais faire ça. Voilà. Donc là, la technique, c'est toujours de double complémenter. Et quand tu es bloqué, bah, tu double complémentes les termes, donc les sous-termes, comme j'ai fait là, et tu arrives forcément au résultat. Et puis le XOR, le dernier, c'était celui-ci. Donc là, la définition, il faut retenir la définition qui est là. Voilà. Et puis tout le reste, c'est juste des propriétés du XOR. Donc pareil, ça, il y a un exercice complet de TD sur le XOR. Donc, voilà. Je pense que tu comprendras mieux à la fin des TD. Est-ce que tu as encore d'autres questions? Est-ce que ça te va? Ok, super. Et ben bonne soirée à tous. Et puis à la semaine prochaine.